Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h16, c'est l'heure de s'intéresser aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, on retrouve Philippe Lermy. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors Philippe, on va d'abord revenir ensemble sur 3 événements de la semaine écoulée, avec d'abord la reconduction de Jérôme Powell à la tête de la Fed. Il sera épaulé par Lael Brainard comme vice-présidente. Oui, tout à fait. Alors, je précise que le marché parle quand même toujours un peu trop vite. On parle de reconduction, mais celle-ci n'est pas encore actée car c'est comme les acteurs au cinéma. Powell est nominé. Il n'a pas encore reçu la palme d'or du jury. Il doit y avoir un vote au Sénat. Alors, c'est quand même joué. Ce qui a joué en faveur de Powell, c'est son approbation bipartisane par les démocrates et les républicains, qui fait que le vote devrait passer comme une lettre à la poste. On peut voir cette nomination comme la confirmation par l'administration Biden de sa satisfaction de la gestion par Powell de la crise économique due à la pandémie. Mais d'un point de vue plus pragmatique, ça évite à Biden de se rajouter du retard dans le calendrier législatif qui est très serré en fin d'année. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de problèmes pour passer, et il n'a pas passé encore son deuxième plan. Donc, d'un point de vue marché, on est rassuré, il y aura probablement donc une continuité dans la politique monétaire de la Fed. On remarquera que le dollar a monté sur l'annonce. Powell est perçu comme un peu plus en faveur de la hausse des taux de directeur que Lael Brainard. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il y a encore 3 postes vacants, donc ça peut aussi changer un peu le profil plus en faveur des taux, hausse des taux, baisse des taux de la Fed. Donc ça, il va nommer encore 2 personnes en décembre. Voilà, encore Biden. encore 3 postes à pourvoir. On poursuit avec un deuxième événement, une donnée plutôt. Les indices des directeurs d'achat en zone euro et l'IFO sont en hausse, probablement temporaire. Oui, tout à fait. Alors, ce sont des chiffres importants qui font bouger l'euro. Surtout les indices des directeurs d'achat. Alors sur le coup, les chiffres ont rassuré car ils signifient que les problèmes continuels de logistique, ces problèmes-là, ni les cas de hausse de Covid en Allemagne n'arrêteraient la reprise en cours qui semble solide. Tous ces indices PMI donc ils sont dans le vert, aussi bien en France qu'en Allemagne, en zone euro, que ce soit dans le secteur manufacturier ou dans le secteur des services. Par contre, on remarque que l'eurodoll n'a fait qu'une faible remontée passagère car les sondages pour ces chiffres ne comprenaient pas les mesures de restrictions prises par l'Autriche juste après, l'Allemagne. Donc voilà, donc le marché pense que ces chiffres sont un petit peu en retard. D'ailleurs, dès le lendemain, on a eu l'indice IFO qui lui a qui a donné un message qui était beaucoup plus contrasté. Il reste en baisse pour le 5e mois consécutif, notamment avec des attentes en baisse dans tous les secteurs, sur tous les services, ce qui révèle que les premiers signes de la nouvelle vague de Covid qui s'est dessinée avant le variant Omicron va peser sur l'activité en Allemagne. Donc le marché a revu à la baisse sa croissance pour l'Allemagne à 0,5% pour le 4e trimestre et avec une inflation qui risque de dépasser les 5,5%. Alors justement, on évoquait le variant Omicron qui a fait plonger les bourses vendredi dernier. Les marchés surréagissent-ils ? Oui, tout à fait. Alors certaines recherches parlent de déjà-vu. Alors évidemment, il est trop tôt pour déterminer si le nouveau variant présente une létalité plus forte. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec le graphe là, du Financial Times, c'est que il fallait 100 jours pour le variant Delta donc d'arriver à une position, je dirais, ultra majoritaire à 90% des cas de Covid, alors que là, il a fallu qu'une dizaine de jours pour le variant Omicron. Donc c'est ça qui fait peur, c'est sa contagiosité, donc moins de 2 semaines. Il y a aussi le nombre important de mutations, c'est aussi qui a fait peur, puisque 50 mutations contre 2 pour le variant Delta, et surtout ce que disent les spécialistes, c'est qu'il y en a 30 qui sur la protéine spike, celle qui génère les maladies graves. Donc voilà, ça a inquiété sur l'efficacité des vaccins. Alors il y a Moderna qui a déclaré que la combinaison de ces mutations
posait des risques potentiellement significatifs sur l'immunité des vaccins et sur les gens qui ont déjà eu le Covid. Donc, il parle de réinfection possible de personnes qui ont été malades. Pfizer annonce, lui, qu'il y aura suffisamment de données d'ici 2 semaines pour savoir s'ils devront procéder à un ajustement de la formulation du vaccin et que donc le nouveau vaccin, s'il était modifié, serait disponible dans 100 jours. D'ailleurs, l'Union européenne a signé une clause pour pouvoir au dernier moment disposer d'une dose adaptée. Et Pfizer s'est engagé donc de fournir ça en 100 jours. Alors comme on disait, il y a une interprétation déjà vue, il y a même le gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Gallo, vendredi dernier, qui l'a bien expliqué. Il a déclaré, alors je le cite, le nouveau pic d'infection ne devrait pas empêcher le ralentissement du quantitative easing, car à chaque nouvelle vague de la pandémie, le virus a fait moins de dommages que la vague d'avant. Bon, heureusement, les médecins, la recherche progresse. Alors, il y a même le président de la Fed d'Atlanta, M. Bostic, qui a indiqué qu'un scénario optimiste prudent serait que ce nouveau variant est similaire au variant Delta dans le fait que l'économie américaine pourra maintenir sa reprise et que les vaccins resteront globalement efficaces. Donc, bon, voilà, on a ça. Alors, on va voir les nouvelles qui ont sorti ce matin. Bon, à court terme, les chiffres de l'Afrique du Sud ne vont pas vraiment nous aider pour savoir si les vaccins sont efficaces, parce que c'est un pays qui est très très faiblement vacciné. Il y a que 23,5% de la population qui est vaccinée 2 doses. Et les hôpitaux sud-africains, ils nous signalent, comme partout dans le monde, que ce sont les non-vaccinés qui constituent la grande majorité des hospitalisés. Donc on va le voir dans les jours à venir, puisque vous l'avez entendu, ça explose de partout. Les cas, il y en a en Hollande, en Australie, au Canada, en Belgique, etc. Là, on nous parle ce matin de 8 cas possibles en France, donc c'est ce qu'annonçait le ministère de la Santé. Bon, on a quand même 2 bonnes nouvelles qui calment les marchés ce matin. Il y a l'OMS qui vient de déclarer que ce variant ne créerait que des symptômes légers. Il y a un docteur donc, du département des services de santé américain, le NIH, qui a annoncé aussi ce matin, donc vers 8 heures, qu'il est optimiste comme quoi les vaccins actuels vont probablement protéger contre le variant Omicron. Donc pour nous, c'est comme pour le variant, pour nous traders, c'est comme pour le variant Delta. C'est surtout le taux d'hospitalisation qu'il va falloir surveiller et les mesures de restriction éventuelles qui vont en découler ou non. Donc, alors par contre, ne pas négliger que la contagiosité pourrait à nouveau générer une stratégie zéro Covid par les pays asiatiques et notamment la Chine. Si elle bloque à nouveau les ports, on va se retrouver à nouveau avec des problèmes de logistique et donc inflationnistes aussi. Donc voilà, il y a même la létalité quand même qui est importante parce que on l'a vu en juillet-août dernier avec les Américains, il y a une partie de la population américaine lors de la vague du variant Delta aux USA qui se sont confinés d'eux-mêmes. Donc, ou qui ont passé du temps, qui n'ont pas travaillé pour simplement s'occuper de personnes malades. Donc, on peut se dire, on a 2 semaines de grande incertitude, ce qui nous amène à la politique monétaire de la Fed. La réunion politique, ça va être le 15 décembre, et donc ça risque d'être du sport, puisque c'est plus ce qui était anticipé par les marchés est peut-être mis en cause. Bon, pour nous, traders, c'est bien, puisque comme les marchés ont horreur de l'incertitude, ça va donner de la volatilité. Philippe, alors, on va se projeter là justement, mais plus pour cette semaine. 3 tons forts sont attendus. D'abord, les chiffres de l'inflation en zone euro. Alors là, on s'attend à des records. Oui, tout à fait. Bon, il y a beaucoup de chiffres importants, mais bon, comme chaque début de mois. Bon, j'en ai pris quelques-uns au hasard, parce que sinon je vais me faire gronder comme quoi je prends trop de temps. Donc j'ai pris l'inflation en zone euro, parce que les économistes attendent un record, c'est-à-dire qu'ils attendent 4,5%, c'est un record depuis l'introduction de l'euro. On aura aussi celle de l'inflation en France, alors je vous rappelle qu'elle était à 3,2% le mois dernier. Alors est-ce que l'inflation en zone euro va avoir de l'importance pour les marchés ? Pas du tout. Alors je vous en parle parce que ça nous concerne, mais Christine Lagarde, déjà ça fait 2 semaines qu'elle nous prévient. Elle nous a dit les drivers de l'inflation vont ralentir à moyen terme. On ne doit pas se presser pour un durcissement prématuré. Tout durcissement causerait plus de mal que de bien. Ce matin,
On a donc aussi un membre influent de la BCE, donc Madame Schnabel. Elle enfonce le clou. Elle dit: je vois l'inflation faire un pic en novembre. Ce serait une erreur de monter les taux directeurs. Donc la messe est dite concernant la BCE. Il n'y aura pas de ralentissement du QE à court terme. Alors évidemment, on parlait au début de cette chronique de Jérôme Powell, hein, un discours qui va être très important cette semaine au Sénat et à la Chambre des représentants. Pouvez-vous nous dire pourquoi cette audition est si importante ? Ben, ça va dépendre évidemment de l'évolution de la pandémie, puisque ces auditions donc, qui sont régulières depuis l'apparition de la pandémie, donc ils doivent... Janet Yellen donc, et Jérôme Powell sont interrogés concernant le CARES Act, donc ce qu'ils ont mis en place donc, pour combattre la pandémie. Donc si jamais ça évolue beaucoup, ça va être d'autant plus important. Les représentants du peuple, hein, donc les sénateurs et enfin je dirais les congressmen plus généralement, ils vont les questionner, enfin, notamment Powell, sur ses intentions si jamais le variant Omicron débarquait sur le sol américain. Donc évidemment ça va être écouté puisque, comme je vous dis, ce qu'on anticipait sur la réunion de décembre de la Fed peut être mis en cause. Hein. Donc tout dépend de ce qui va tomber d'ici demain en fait. Voilà. Alors, ce qui va tomber aussi vendredi, ça sera le rapport sur l'emploi américain. De bons chiffres sont attendus, mais là non plus, ça ne devrait pas faire la différence sur les marchés. Tout dépend, je vous dis, ce qu'on va entendre des scientifiques entre aujourd'hui et vendredi. Hein. Est-ce que le marché va d'un seul coup ignorer le variant Omicron parce s'il est peu contagieux mais peu dangereux? Donc là, on attend un bon chiffre. Hein. Donc c'est 550 000 créations d'emplois qu'on attend. Parce que justement, les effets de la vague du variant Delta aux États-Unis se sont dissipés. Hein, les mesures de contrainte, c'est le graphe que vous voyez, donc sont au plus bas. Hein, donc depuis la pandémie, les contraintes sur les déplacements, sur toutes les mesures barrières aux États-Unis. Hein. Alors, faut pas oublier que les Américains ne perçoivent plus d'allocations chômage étendues, et que le taux d'épargne des ménages a baissé. Il est revenu aussi au niveau de la pandémie, donc ce qui va en faveur de je vais chercher du boulot. Hein. Alors, il y a aussi les salaires qui montent, ça va quand même attirer du monde. Hein. Donc, le marché a noté, mercredi dernier, les demandes initiales d'allocation chômage sont tombées au plus bas de 1969 à 199 000 inscriptions au Pôle emploi américain, au DOL. Hein. Donc voilà, c'est probablement le signe que les Américains se décident à reprendre un emploi. Hein. Donc ça, c'est ce qui est intéressant. Alors, il ne faut pas oublier, il reste 10,4 millions d'offres d'emploi pour voir. Donc même si on avait un demi-million d'emplois créés par mois, il faudrait 20 mois pour résorber ces offres. Ça veut dire que la hausse des salaires ne peut que continuer.